Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode du live des As, As pour animateur sécu, live animé par Jean-Marc Galland et Mathias Pierglas. Salut Mathias. Salut Jean-Marc. Alors on est ensemble pendant une heure, hein, vous connaissez bien le format maintenant, on prend 10 minutes au début pour parler de l'actu du réseau des AS et aussi de l'actu sécu plus en général sur le web. On prend 10 minutes à la fin pour recevoir l'animateur sécu du mois. Aujourd'hui on aura le plaisir d'avoir avec nous Laurent Vanille. Et au milieu, on a 40 minutes d'une belle grosse interview aujourd'hui sur le thème de la conception et de l'entretien des ailes. On va avoir trois invités que je vous présenterai dans quelques minutes. Voilà, c'est le programme de ce soir. Si vous êtes dans la réunion Zoom, c'est que vous êtes AS. Vous pouvez poser vos questions par écrit via le chat. Si vous nous suivez sur YouTube en live ou bien en replay, hein, alors pas d'interactivité possible, mais on espère que ce sera le plus intéressant possible pour vous. On démarre avec l'actu du réseau des AS. Mathias, quoi de notable dans le réseau ce mois dernier? Eh bien Jean-Marc, ça y est, la barre des 100 AS est franchie, 104 pour être précis. C'est un cap important pour la vie du réseau, comme vous pouvez vous en douter, même s'il y a encore 84% des clubs qui n'ont pas encore d'animateur sécurité, soit 460 structures environ. Évidemment, on a toujours quelques ligues sous-représentées, et il faudrait qu'on arrive à les toucher. Peut-être qu'en ayant des AS pour chacune des ligues ou CDVL pour commencer, ça serait un bon début. Surtout si certains clubs sont trop petits pour pouvoir se doter d'un ou de plusieurs AS. À noter qu'il y a déjà 3 AS de CDVL dans le Rhône, l'Essonne et la Haute-Garonne. Ok, et qu'est-ce qui se discute en ce moment sur la mailing list des animateurs sécu? Eh bien, on a eu 2 fils de discussion qui ont été très animés durant ce dernier mois. Le premier fait suite à un accident mortel d'oubli d'attache en décembre à la dent de Kroll. Chacun y va de ses propositions de prévention, de protection matérielle, mentale et collective pour qu'on arrive à éradiquer ce type d'accident qui a fait de 2007 à 2020, c'est-à-dire en 14 ans, 9 morts en parapente à la Fédé. Il n'y a probablement pas de solution unique, mais plutôt un faisceau de dispositifs physiques, matériels, mentaux et collectifs. Et pour y travailler, on va vous proposer très bientôt de lancer des groupes de travail qui devraient, on l'espère, faire émerger des réponses nouvelles et inattendues. Ok, super. Donc l'idée, si j'ai bien compris, hein, c'est que le réseau des AS, ce soit aussi une force de proposition pour l'ensemble de la communauté. On va suivre ça de près, évidemment, dans le live des As. Quel est le deuxième sujet de discussion, Mathias, qui anime le réseau en ce moment? Eh bien, c'est une discussion en réaction à la vidéo virale que peut-être vous avez vue du biplaceur caucasien qui décolle, ne s'aperçoit pas que son mousqueton inox est mal fermé, alors qu'il fait même de petits wing-over. Alors bien sûr, tout se termine bien pour cet équipage, mais le mousqueton se déforme, mais finalement ne cède pas. En cause, donc c'est une mauvaise prévole, comme vous pouvez vous en douter, qui ne détecte pas le mousqueton mal fermé, probablement à cause de la neige, et c'est justement ce qu'on avait évoqué dans le dernier Rex du mois dernier. D'accord, donc ça veut dire que notre ami caucasien n'a pas écouté le dernier live des As. On fait un zoom arrière. Qu'est-ce que tu as sélectionné sur Internet comme ressources intéressantes en termes de sécu? Alors aujourd'hui, on va voyager au travers des sports et activités à risque. Je vous avais parlé il y a 2 mois de l'excellent guide Mich Live animé par Tony Lamiche, guide de haute montagne. Eh bien aujourd'hui, on va aller faire un nouveau tour en montagne pour essayer de comprendre ce qu'on veut dire par condition. On dit souvent, j'ai pas réussi à voler car les conditions n'étaient pas bonnes, ou n'y étaient pas. Ou encore, quand on est au déco, bah là je me mets pas en l'air parce que j'attends les bonnes conditions ou les conditions qui seraient meilleures. Mais ben justement, c'est quoi ces conditions pour nous? De quoi on parle quand on parle de conditions? Eh bien, Tolling Lamiche fait de courtes interviews et les dépeint avec sérieux et humour. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que les conditions s'expriment en gros à travers de 4 dimensions. La première dimension, c'est les éléments naturels dans lesquels on évolue. Pour nous, c'est la masse d'air, la météo et l'aérologie. Pour le ski, par exemple, c'est la nivologie. On se posera la question de savoir si ces éléments sont praticables. Une deuxième dimension, c'est le terrain, ce qui ne bouge pas. On ne déplace pas les montagnes, hein. Donc c'est le décollage, le relief, le fait de voler en montagne ou en plaine, les atterrissages, etc.
Troisième dimension, c'est le matériel. La connaissance du matériel. Est-ce que ce matériel est adapté au terrain, mais aussi à ma forme physique et mentale, ou même à ma maîtrise de l'activité? Mais attends, juste Mathias, ces histoires de forme physique et mentale, est-ce que ça fait pas partie des conditions du moment? Eh ben exactement, et c'est bien la quatrième dimension. Le mental, c'est comment je me sens et pourquoi je vais voler et avec qui. Quelles sont mes motivations hein, à voler, à me mettre en l'air à un moment donné. Le physique, ça consiste à savoir si ma condition physique est bonne ou si je suis complètement sec d'avoir monté 1500 mètres de dénivelé. Et puis tout cela nous amène à la dernière question, est-ce que j'ai bien les compétences pour faire ce type de sortie? Et quand les conditions sont réunies, alors tout va bien, ça permet d'évoluer en montagne en sécurité. En fait, pour paraphraser Victor Galuchot, free skieur professionnel, les conditions, c'est tout ce qui va influencer ta pratique à un moment précis. Tout ce que tu vis à l'instant T, qui découle de ce qui s'est passé avant et qui amène vers ce qui se passera ensuite. Donc, les conditions, c'est à la fois d'où on vient et où on va. Alors où on va? On va tout droit vers la deuxième actu du web, une vidéo aussi, je crois, mais cette fois, on passe de la montagne à un autre sport. Ouais, au planeur, effectivement, c'est le message de cette vidéo est très simple, hein, c'est il ne faut pas voler dans les nuages. Et on explique assez rapidement pourquoi, puisque si vous volez dans les nuages, vous n'aurez plus que 178 secondes d'espérance de vie. Ici, c'est donc un pilote de chasse qui débriefe cette vidéo trouvée sur YouTube, où un pilote de planeur entre et vole dans les nuages. Très rapidement, le pilote est désorienté. Il perd beaucoup d'altitude, mais sans s'en apercevoir. Il est surpris, à un moment donné, de se retrouver tout près du relief. Trop près du relief. Il essaye de retrouver une assiette correcte et de se sortir de ce mauvais pas. Ce qui est très bien dans cette vidéo, c'est qu'on a un retour d'expérience complet de l'ensemble du vol. Une analyse seconde par seconde menée par le pilote de chasse Pierre-Henri Chuette. Troisième et dernière actu, on revient au parapente avec une vidéo de l'excellent Greg. Ah oui, l'excellent Greg, Jean-Marc, c'est pas seulement une vidéo qui a attiré mon attention à ce sujet, c'est toute une playlist. Celle de Greg de Fly Bubble, un moniteur anglais qui fait un travail remarquable de débrief des incidents de vol. Sa dernière vidéo est consacrée au virage à basse vitesse, au départ en négatif et aux autres vrilles. Greg décrypte dans la vidéo les circonstances qui font qu'on peut être amené à trop ralentir un côté de l'aide et provoquer un départ en vrille. Premier exemple, en sourigne. Il faut se méfier des virages face au relief, en tout cas c'est toujours ce qu'on dit. Car dans la branche arrière, on se rapproche très vite du relief et on a une terrible envie de rajouter de la commande pour tourner plus vite. Or, si on rajoute de la commande, c'est que on ralentit la demi-aile en question et qu'on a des plus grandes chances de partir en vrille. Deuxième exemple, lorsqu'on essaye d'enrouler très, très à plat en thermique, on va rajouter du frein des deux côtés pour compenser l'inclinaison de l'aile. Et mécaniquement, on va ralentir l'aile et le surcroît de commande qu'on va mettre sur la main intérieure peut provoquer un départ en négatif. Si cette vidéo vous a accroché l'œil ou l'oreille, courez voir le restant de la playlist et notamment la vidéo Why Do Paragliders Crash? Ouais, toutes ces vidéos sont excellentes. Alors elles sont en anglais, ça vous aura pas échappé, mais vous pouvez activer les sous-titres et la traduction automatique marche pas si mal. Alors bien sûr, vous allez retrouver tous les liens que Mathias vient de citer dans le chat de Zoom ou dans la description de la vidéo. On arrive au plat de résistance de ce live. On a nos trois invités qui sont restés très sagement jusqu'à maintenant pour écouter le début de l'émission. On va parler entretien et design des voiles. Pour nous guider, on a le plaisir d'avoir avec nous Fred Pierry, Bruce Goldsmith et Tom Lelise. Si vous pouvez réactiver vos micros. Bonjour à tous les trois. Ah, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Super, on vous entend. Excellent. Fred, tu es concepteur chez Ozone. Tom, tu es concepteur chez BGD. Bruce, tu es le président de BGD, Bruce Goldsmith Design, bien sûr, mais tu es aussi auteur de références. On peut citer l'excellent 50 techniques pour mieux voler, qui, je crois, est devenu une espèce de livre de chevet pour beaucoup d'entre nous. On est super content de vous avoir tous les trois. On va essayer de profiter au maxi de votre expertise et de vos conseils.
Première question, peut-être pour toi, Fred, autour du vieillissement et de l'entretien des voiles. Tu nous as dit en préparant cette interview que tu travaillais au sein de la PMA, je crois, donc l'association des fabricants, à un projet de standardisation du protocole de révision des voiles. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, donc effectivement, l'association des constructeurs, la PMA, commence à essayer de faire un standard pour la révision des voiles, donc le check des voiles. Je sais qu'il y a la Fédé allemande qui a aussi commencé un peu le travail. J'ai eu des échos comme quoi la Fédé suisse, j'ai même eu des échos de la FFVL. Donc c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est dans l'air du temps. Et l'idée, c'est d'arriver à homogénéiser un peu les techniques de tous les centres de contrôle, de façon à que si j'amène une voile à un centre de contrôle ou à un autre, je sors à la fin avec le même résultat. C'est pas facile, parce qu'au final, il y a plein de méthodes différentes et il y a beaucoup de croyances. Chacun fait un peu sa sauce et pense que, vu qu'il fait comme ça depuis 10 ans, ben, c'est bien. Mais là, je trouve que c'est vraiment intéressant de discuter déjà entre constructeurs et de voir qu'est-ce qui nous paraît crédible et intéressant pour surveiller le vieillissement de nos voiles, quoi. Alors justement, en tant que constructeur, que ce soit Ozone ou BGD, présent ici ce soir, qu'est-ce qui pour vous est critique dans le vieillissement des voiles? Alors, on a tous en tête, quand on fait un contrôle, il y a le calage qui est vérifié, il y a la résistance des suspentes, il y a aussi la porosité éventuellement. Est-ce que pour vous, il y a un de ces paramètres qui est plus critique que les autres? Pour moi, c'est le calage de la voile. Est-ce que BGD est d'accord? Ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est le calage des suspentes, c'est le plus important, ouais, c'est sûr. Et le moins important pour moi, c'est la porosité. Ok, oui, en effet, c'est ce que nous dit de l'accidentologie. Quand il y a des soucis, c'est principalement pour des histoires de calage et aussi de rétractation des freins, c'est ça? Le point numéro 2 que j'allais évoquer, oui, c'est qu'on néglige souvent, mais le raccourcissement des freins est un cofacteur dans beaucoup d'accidents sur des voiles usées. D'accord, donc c'est vraiment ça le mélange toxique, une voile qui devient cabreuse et puis les freins qui se rétractent. Peut-être tant qu'on est là-dessus, sur les modifications de ce calage, on voit de plus en plus de constructeurs qui, par défaut sur les voiles neuves, rajoutent des loupes sur les arrières pour anticiper cette modification de ce calage. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, est-ce que vous pratiquez ça et est-ce que c'est bien compris par les pilotes? Oui, nous, on fait chez BGD, on met les loops sur les arrières et aussi sur le stabi, parce qu'en général, ça raccourcit. Et au début, l'idée, c'était pour les service centers, les centres de contrôle, pour qu'ils pouvaient utiliser ces loops pour faire le bon calage. Et normalement, tu relâches sur les arrières et tu raccourcis sur les avants dans le contrôle. Mais ce n'est pas toujours comme ça, parce que maintenant, on commence à faire les mélanges de types de suspentes et ce n'est pas automatique que ça va être comme ça maintenant, à cause de les utilisations des suspentes et des matériaux différents qui compensent aussi pour le même effet. Oui, en fait, c'est juste sur certaines voiles, par exemple, où, comme disait Bruce, des fois, on va avoir des mélanges d'Inema-Guinée Kevlar sur les suspens basses. Et du coup, ce n'est pas automatique qu'il faille, par exemple, relâcher les loupes au bout de 50 heures. Mais sur d'autres voiles, ça ne va pas être le cas. Et dans le manuel de vol, on va dire au bout de 50 heures, on peut relâcher les loupes d'essai. Parce qu'on se rend compte que de manière générale, en fait, c'est ce qui va devoir être fait à partir de certains nombres d'heures. Après, je ne connais pas la politique Ozone sur le sujet. Je ne sais pas si sur les Ozone, vous livrez, Fred, avec des loops sur l'essai. Ouais, sur les voiles, alors pas sur les voiles de course, mais sur les autres, on met des loops aussi sur l'essai. Je pense que c'est un gros avantage, parce que c'est facile non, c'est facile. Une suspente, ça peut se raccourcir, c'est pas facile à rallonger. Du coup, c'est bien si c'est anticipé par le constructeur. Et moi, je rajouterais que c'est bien de les relâcher une fois qu'on a fait une mesure. C'est là où je pense que les checkers, ils ont
un rôle qui est important, c'est justement d'être capable de mesurer la voile et de faire l'analyse en disant OK, toi, tu peux les relâcher. Parce que comme disait Bruce, c'est pas toujours évident que c'est au bout de 50 heures qu'il faut les relâcher. C'est pas évident que c'est au bout de 30 heures. Je pense qu'une mesure, c'est bien. Et en fonction de la mesure, on prend la décision, quoi. Je pense aussi à une autre chose importante, c'est peut-être les gens dans les clubs, ils peuvent faire ça, c'est de vérifier que les voiles gonflent bien et que ça ne retombe pas trop facilement, parce que ça, c'est le signe le plus sûr qu'il y a un problème. Et si un voile ne monte pas, il gonfle plus bien comme quand c'était neuf, ça, c'est à ce moment-là que peut-être on pouvait relâcher l'essai. D'accord, donc du coup, par défaut, si ça gonfle pas bien et qu'il y a des loupes, avant de l'emmener checker, on peut déjà essayer de relâcher les loupes pour voir si ça va mieux, quoi. Et dans tous les cas, de lire le manuel. S'il y a un service center, 2 km près, oui, c'est pas nécessaire. Mais si c'est le début de la France, je pense que c'est vraiment quelque chose que tu devrais faire tout de suite. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire dans les clubs. Tu es d'accord avec ça, Fred? Ouais, complètement. Et je rajouterais que le chose à pas faire, c'est raccourcir les freins. Parce que j'aime bien quand la voile, elle répond plus haute. Donc, je raccourcis de 5 cm quand ma voile est neuve. Non, ça, c'est pas une bonne option. En fait, les longueurs de suspente, les longueurs de frein, elles sont, on va dire, optimisées en design. Et c'est les longueurs où souvent, il n'y a pas d'influence de frein sur le bord de fuite quand on est accéléré. Et donc, c'est vrai que des fois, Brao, on a l'impression qu'on a une garde, on aimerait bien enlever 5 cm, mais ces 5 cm, on en aura besoin pour le vol accéléré et ça fragilisera la voile. Donc, faire des tours de frein, trouver d'autres astuces. Il y a peut-être 5 ou 6 façons de faire des tours de frein où ça ne fait pas forcément froid aux doigts. Mais ne pas se dire, moi, dès que je reçois la voile, j'enlève 5 cm parce qu'il la livre toujours avec des freins trop longs. Tom? Pour compléter là-dessus, il y a une petite vidéo qui a été faite par Bruce sur la prise de commande, justement pour éviter d'avoir à raccourcir les freins et tout en ayant une position précise, en prenant les commandes en point de shot avec un demi-tour de frein, avec éventuellement le doigt sur la suspente pour encore mieux sentir le retour dans la commande. C'est sur le Bruce Tube, je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, c'est Bruce Tube. Et surtout, je trouve que c'est très important de ne pas passer le poignet de frein plus loin que le pouce. Je pense que ça, c'est vraiment un truc de sécurité très important. Parce que si tu vas plus loin, tu mets le frein en dragon. En dragon, c'est très difficile à relâcher complètement les freins. Par exemple, s'il y a un sketch ou quelque chose, tu ne peux pas très vite faire main haut parce qu'il faut aller encore 20 cm plus haut. Et aussi, il peut avoir les problèmes pour tirer le secours ou les autres choses. Et c'est pour ça que je conseille toujours de ne pas passer le frein plus loin que la pousse. Ok, super, mais c'est génial parce qu'en même pas 5 minutes, on a plein de super bons conseils pratiques. Donc, on a parlé du calage, on a parlé de la rétractation des freins. Peut-être un dernier paramètre dont on n'a pas parlé, c'est on voit assez bien dans l'évolution des ailes un allègement de plus en plus notable des ailes. Quel est l'intérêt vraiment pour le pilote, Fred, peut-être? Les voiles light, effectivement, ça s'allège pas mal, les voiles sur les dernières années. J'y vois plusieurs intérêts. Le premier, c'est le gonflage. Plus la voile est légère, plus le gonflage sera facile. Et plus le gonflage est facile, au final, c'est davantage d'aisance au décollage pour le pilote. En vol, une voile légère, elle a moins d'inertie, donc on va dire qu'elle va peut-être savonner un peu plus au-dessus de la tête en fonction de la turbulence. Par contre, elle aura moins de pêche pour aller sur des grands angles. Et ça, pour la sécurité, je pense c'est bien. Juste ce que tu entends par savonner, c'est avoir plus de petits mouvements, mais sans grande amplitude, c'est ça? C'est ça. Elle va transmettre plus la masse d'air. Vu qu'elle a moins d'inertie, on va dire qu'elle est moins sur des rails. Une petite turbulence va la faire bouger un peu plus. Donc, je pense que ça donne plus de feedback au pilote. Et après, alors, ça a vraiment un côté sécurité, le fait d'avoir moins d'inertie. Et ça se voit même sur les tests qu'on fait. Toute la gamme light, au final, nous pose moins de problèmes sur les tests que la gamme classique. Et
après, ça, c'est moins lié sécurité, mais c'est aussi toujours pareil, vu qu'elle a moins d'inertie, quand on lance le virage, eh ben, elle y va plus vite. Donc, il y a un petit agrément pilotage qui est quand même un plus sur les voiles légères, quoi. Même si c'est vrai qu'une voile, quand c'est en vol, quand on parle d'inertie, ben, il y a 5 kilos de voile et dedans, il y a aussi 7 kilos d'air. Quand on gagne 1 kilo, on gagne pas 25%. Mais le peu qu'on gagne, disons 1 kilo sur les 4 kilos de voile plus les 7 kilos d'air, eh ben, ça se sent et ça fait une grosse différence, quoi. Donc ça, c'est ce qu'on gagne. Mais qu'est-ce qu'on perd en termes de vieillissement, en termes de résistance à la déchirure, peut-être, je sais pas. Sur le vieillissement, c'est sûr qu'on va perdre un petit peu et c'est surtout, moi je dirais, il faut aussi adapter en fonction de là où on vole en fait. C'est-à-dire que je pense par exemple à ceux qui volent tout le temps à Annecy, où il y a une belle herbe ou une moquette sur le déco et une belle herbe à latéraux. Ce ne sera pas forcément la même décision que si on vole à Gréolière avec des cailloux, de la poussière et un terrain beaucoup plus sec. Et oui, donc effectivement, un vieillissement plus rapide, surtout sur les tissus très légers d'un point de vue porosité. Et après, dans les choses qu'on gagne, quand même, le poids dans le sac à dos, je pense que c'est pas quelque chose de neutre vis-à-vis du vol aussi. Et je pense pour la pratique du vol rando, ça apporte aussi quelque chose pour le pilote, d'ouvrir, disons, plus de pilotes au vol rando, quoi. Et Bruce, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport au light, parce qu'il y a beaucoup une question de prix aussi. Oui, Mais oui, ça concerne moins la sécurité, du coup. oui, oui. Ah non, mais ça nous intéresse. Non, mais le tissu de light, il est vraiment plus cher que le tissu 40 grammes. Car le 27, il est peut-être presque 50% plus cher. Plus difficile à coudre aussi. Et c'est quoi? Ça fait que les voiles light sont plus chères. Pour moi, le prix des lights, ça devait être plus cher que le prix actuel maintenant. Parce que la différence de prix de production, c'est plus grande que la différence qu'on paye. Ah, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Je ne sais pas si on va être tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec Bruce et avec Tom. Ouais. Ok. Ouais, j'avais une question de Philippe, donc IAS, et il se demandait si les fabricants de suspentes travaillaient sur de nouvelles matières, justement pour travailler à la fois ces problématiques de light, probablement, mais aussi de résistance, de vieillissement, etc. Voilà. Je vais juste avant revenir sur Tom, où je pense pareil, c'est ce qu'on perd, ça va être, on va perdre en résistance dans les ronces. En fait, en heure de vol, si c'est que du vol, on prend des gens et on les fait voler 200 heures. En heure de vol pure, on ne va pas perdre des masses. Par contre, en passage dans les ronces, on va être moins bien. En restage dans la voiture au soleil, on va être moins bien. Je pense que elles vont pas vieillir plus vite en vol. C'est juste qu'elles seront plus sensibles à toutes les autres agressions, quoi. C'est ça. C'est pour ça que je disais effectivement, si tu es à Annecy ou à Gréolière, c'est pas voilà, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est Ok, sûr. Et après, donc effectivement, sur le prix, c'est le truc qu'on perd le plus, quoi. C'est le truc le plus cher, quoi. Et c'est plus cher. Les fils sont plus fins et du coup, dans les métiers à tisser, dans les fabricants, eh ben, ils sont obligés de faire les métiers à tisser plus lentement et ça prend plus de temps, ça casse plus souvent, il faut remettre et c'est ça qui coûte cher. Sur les suspentes, j'ai pas, non, je connais pas de nouvelles matières en développement. Il y a un peu à gagner en poids sur les suspentes, mais ce qui se gagne vraiment en poids, c'est le tissu de la voile. Sur les suspentes, on y gagnerait en passant en dynéma. Le dynéma est bien plus léger que l'aramide. En gros, il y a deux familles, dynéma et aramide. Et c'est bien plus léger, mais le dynéma amène tellement d'autres conséquences que souvent, on ne le fait pas pour le poids, en fait. alors, tant qu'on est sur qu'est-ce qu'on pourrait gagner encore, quelles sont les marges de progression, moi j'aimerais bien profiter de vous avoir avec nous pour que vous nous disiez un petit peu votre vision prospective de qu'est-ce qu'il y a encore à gagner dans le design de ce des voiles et elle ressemblera à quoi la voile de dans 20 ans, quoi. T'as pas dit que c'était les 10 minutes à la fin, ça? Ouais, si, mais on y arrive là, comme ça, tout naturellement. Moi, je devais te répondre que si je savais ce qu'on ferait dans 20 ans, on n'attendrait pas 20 ans pour le faire et on le ferait demain. Oui, là, c'est ça. Ouais, après, comme je travaille beaucoup sur la modélisation et les méthodes numériques pour simuler des parapentes, là, on en est vraiment au balbutiement, hein. Sur la modélisation, on a énormément de choses à faire. Je dis pas, quand je dis on, c'est en fait chez BGD, mais aussi dans la communauté scientifique en général.
On en est qu'au tout début de la modélisation des voilures souples. Et je pense que quand ces méthodes-là auront pris de la maturité et se seront un peu plus développées, on aura de nouvelles perspectives qui peuvent arriver. Et je pense plutôt sur la maîtrise des phénomènes complexes liés aux incidents de vol. Et aujourd'hui, la plupart des parapentes, surtout d'un point de vue des incidents de vol, ils sont basés sur une conception qui est assez empirique. Et moi, je fais le pari, on va dire, que la modélisation pourra apporter des choses là-dessus dans les années à venir. Donc, est-ce que ce sera dans 5, 10 ou 20 ans? On verra. On Ok, aura une meilleure super. puissance de calcul dans 20 ans. Et ce que je voudrais rajouter, en gros, pour garder à l'esprit ce qui traîne. Donc, nous, en fait, on est des chasseurs de traînées. C'est notre seul objectif, en fait. Et ce qui traîne, en gros, il y a un tiers, c'est la voile, un tiers, c'est les suspentes et un tiers, c'est les pilotes. Ça dépend du régime, mais on peut simplifier comme ça. Et donc, en fait, on tourne. On a attaqué les suspentes quand on est passé sur des 3 lignes, puis sur des 2 lignes. On a attaqué le pilote quand on est passé sur des cocons. On a attaqué la voile quand on est passé sur du 3D ballooning. Et en fait, on s'aperçoit que c'est par cycle. On progresse sur un des domaines, la voile, les suspentes ou le pilote. Et une fois qu'on est allé à fond, on se dit ah mais regarde, du coup maintenant ce qui traîne le plus c'est les suspentes. Viens, on attaque ça et etc. Et c'est par cycle, quoi. Ce qui vole, c'est pas que la voile, c'est la voile et le pilote dans sa sellette. Ça c'est vraiment le même truc, quoi. On peut pas ignorer le pilote et se dire de toute façon c'est bon, j'ai une voile D, je vais performer de fou et que si je vole dans ma sellette assise, ça marche pas. C'est le tout, quoi. Il faut vraiment voir le tout, quoi. Le singe dans sa sellette compte autant que la voile. Alors justement, sur cette évolution des sellettes, puisque tu y viens, Fred, on commence à voir de plus en plus, y compris sur des sellettes pas dédiées à la compète, des queues aérodynamiques. Est-ce que c'est un gain de performance qui coûte rien en termes, je sais pas, en termes de sécu, en termes de comportement, en termes de complexité de pilotage, par exemple? Là, j'aimerais avoir aussi votre retour. En fait, la queue aérodynamique sur les sellettes, pour moi, elle sert à 2 trucs. Le premier, c'est l'aérodynamisme, on l'améliore, on traîne moins, on est plus profilé, ça tout le monde le voit. Il y a un autre point qu'on voit un peu moins, c'est la stabilité en lacet à fond. Et ça, quand on accélère avec une voile, on va vite. Si on n'a pas de queue à l'arrière, au final, on le voit bien, on est une manche à air dans le mauvais sens, quoi. Et ça donne une instabilité. Et ça, en fait, ça met du lacet à la sellette, donc ça se décale sur un côté. Et ça fragilise la voile et on se prend une asymétrique si jamais ça va vraiment trop loin. Donc la queue sur la sellette, elle améliore la perf parce qu'elle profile un peu mieux. Elle améliore pour moi la sécurité parce qu'elle empêche justement de prendre du lacet si on va à des hautes vitesses. Alors je ne parle pas d'une voile école mais sur des voiles, dès qu'on commence à toucher de l'ENC ou accélérer, ça va vite et on veut que la plage d'accélérateur fait partie de la voile, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. La queue, elle permet de stabiliser le pilote et elle améliore aussi la perf parce que même si on ne va pas à l'extrême où c'est divergent et ça amène la symétrique, en fait, quand on est avec juste un petit angle, on traîne du diable. Donc, ça ne sert à rien d'avoir une voile super perf si c'est pour voler en crabe, quoi. Autant acheter un chasse-neige. Ok, donc on fait que gagner avec ces queues aérodynamiques? Apparemment, on perd en look. Donc, ça, je sais. On perd en look. Il y en a qui ne veulent pas l'image. Je suis profilé. Mais ça, je ne sais pas. Après, on y perd un peu en coût de fabrication parce qu'il faut la faire, c'est sûr. Mais... Ouais, et en poids aussi. Je ne vois pas énormément de désavantages. Je ne sais pas chez BGD. Non, je suis d'accord. Mathias, tu as une question à faire remonter des AS? Ouais, alors c'est pas une question que je fais remonter des AS, mais justement sur cette histoire de sellette, donc en mode queue, etc. Est-ce que ça pose pas des problèmes aussi sur la gestion des décollages et éventuellement des atterrissages? Est-ce que finalement le surcroît de performance, il n'entraîne pas aussi pas mal de biais dans la gestion des risques en fait des pilotes? Alors, gêner latéraux, je ne vois pas trop. Latéraux non plus, ouais. C'était plutôt sur le décollage. Gêner le déco, effectivement, quand on se retourne, des fois, ça s'accroche, ça, c'est chiant. Mais ça représente que 5% du vol complet, donc peut-être qu'on peut l'accepter.
D'accord, ok. Super. Alors, je voudrais qu'on 5 vienne secondes, pardon. à une question qui va être un petit peu technique, mais je pense qui est importante. Je voudrais qu'on parle des folding lines, les lignes de pliage. Alors peut-être je fais un petit résumé sous votre contrôle, messieurs. Donc de quoi il s'agit à l'origine, ces lignes, on a dû les rajouter sur les deux lignes, sur les voiles donc, de compétition pour pouvoir les fermer en homologation. Donc, il s'agit de lignes, de suspentes qui sont rajoutées, qui ne tiennent pas la structure, mais qui sont là uniquement pour faire une belle fermeture d'homologation. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, quand on utilisait une folding line pour homologuer sa voile, elle était au minimum homologuée en D. On ne pouvait pas descendre en dessous. Très récemment, on a eu une modification de la norme qui autorise l'utilisation de ces folding lines à partir des ENC. Donc, j'aimerais bien vraiment avoir votre avis, vos avis de concepteurs, de designers déjà. Qu'est-ce que ça apporte pour vous, cette utilisation des folding lines? Fred, peut-être en premier. Je sais que Ozod était un des défenseurs de ces folding lines. C'est parti. Alors déjà, non, je suis pas d'accord avec ton intro, désolé. Ça n'a pas été utilisé sur les deux lignes. La première voile à l'utiliser que j'ai dans mon cerveau, c'est la Carlite. Donc ça fait un petit moment quand même. Et c'était pas une deux lignes. C'est utilisé depuis très longtemps. C'est utilisé voilà, parce que c'était une voile école qu'on n'arrivait pas à fermer en tirant avec les A, donc il avait fallu trouver une autre solution et rajouter des suspentes, ça permettait de la fermer. Après, il y a d'autres voiles qui les ont utilisées. Chez nous, il y avait même de la Rush 4. Et donc, en fait, c'était libre. Et c'est en 2013 uniquement que ça a été que la norme a demandé que s'il y avait des falling lines, ce soit END pour pour diverses raisons. Et effectivement, depuis 2013, il y a la discussion. Et là, effectivement, ça revient sur que c'est de l'ENC ou de l'END avec un amendement qui devrait être publié par les normes d'ici 3-4 mois. Donc ça, c'était pour l'intro. Je pense qu'il faut démêler un peu les choses. Le but de l'homologation, c'est pas de dire si la voile elle est safe ou pas. C'est de comparer les voiles sur quelque chose qui se rapproche de la sécurité. Mais c'est pas parce que la voile elle est A que au final la voile elle est safe. Et comme l'a dit Mathias, il y a plein d'autres conditions. Il y a les conditions météo, il y a les conditions du pilote, etc. qui va jouer sur la sécurité. Donc, juste l'homologation de la voile, c'est pas j'ai une voile A, je peux partir dans un QNEM, tout va bien, quoi. Donc, le but de la norme, elle est beaucoup plus humble que ce que les gens, en fait, lui donnent comme crédibilité. C'est juste un protocole qui essaye d'être le plus objectif possible, ce qui change avec les autres systèmes d'homologation comme le DHV à l'époque, DHV1, DHV2 ou les AFNOR encore avant. C'est on va faire une fermeture et on va essayer de regarder son résultat. C'est aussi pour ça, c'est juste pour comparer les voiles et on va dire, sur ces fermetures standards, parce qu'elles ont vraiment une géométrie qui est précise dans la norme, on va pouvoir un peu faire une espèce de classement des voiles. Et ça s'arrête là et c'est juste ça. C'est aussi pour ça qu'on ne fait pas les homologations avec des sellettes de course. On est tous d'accord que si on a une sellette de course, on n'a pas les mêmes comportements si on reste tendu qu'une sellette assise. Mais ça fait partie, comment dire, si on change ça, on perd toutes les références en fait. Et ça, on va dire scientifiquement, c'est pas propre. Donc, on préfère dire, OK, on utilise toujours la même sellette, la même géométrie. Et comme ça, on garde la cohérence des modèles testés il y a 20 ans, des modèles testés aujourd'hui, quoi. Alors, excuse-moi, je te remets sur les rails. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que designer, l'utilisation de ces folding lines? Alors, je dirais que ça permet de décorréler où on place les suspentes avec le besoin de faire une fermeture. Les suspentes A, si on les met trop en arrière, quand on va tirer dessus, la fermeture qu'on va avoir, elle ne correspond pas à la fermeture de la norme. Et de rajouter d'autres suspentes, ça permet d'avoir une liberté de où on met nos suspentes, on les met où on veut en fonction de plein d'autres critères, tout en pouvant après passer la géométrie de la norme, quoi. Ok. Je ne suis pas parti trop loin cette fois.
Super. On a compris pourquoi c'était intéressant. Chez BGD, est-ce que vous utilisez des folding lines? Non. En fait, nous, on n'utilise pas ligne de pliage et on n'a pas non plus été, on va dire, avec Fred pour, on va dire, militer pour les lignes de pliage. Pas tellement parce qu'on est pour ou fondamentalement contre, juste parce qu'on n'a pas vraiment eu le besoin sur les voiles ABC qu'on développe. Et notamment parce qu'on a plutôt tendance à faire des voiles avec les avants plutôt avancés, plutôt proches du bord d'attaque, ce qui fondamentalement ne pose pas de gros problèmes pour faire les fermetures conformes à la norme EN. D'accord. Et alors, donc, on a bien compris du côté ozone, en tout cas, l'avantage où ça libère le design. Est-ce qu'il y a des inconvénients pour le pilote de voler une voile avec des folding lines? Oui, quand il voudra faire un sieve. Quand il faudra faire un sieve, vu que en fait, tirer les A pendant son sieve, ça va lui amener des réactions de voile qui sont en fait non réalistes et qui sont inutiles pour l'apprentissage du sieve ou des fermetures. Donc, ça va demander de rajouter ces lignes de pliage. Donc, il y a 1 heure de montage de suspente avant la session de sieve. Et il y a Ouais, c'est le point, on va dire, la contrepartie qui je trouve acceptable et qu'au final, je trouve même peut-être intéressante parce que ça met un peu les gens à se dire, OK, et je vais aller mettre un peu des suspentes, je vais apprendre à les joindre et ça prend un peu de temps. Et peut-être que tous les moniteurs de CIF ne vont pas forcément apprécier. Mais vu ce qu'on gagne sur les comportements en vol, je pense que c'est la balance avantage-inconvénient penche encore du côté avantage. Ok, parce que donc la promesse pour les pilotes, du coup, on a parlé de ce qu'on perdait, mais il y a des gains pour vous notables en termes de comportement en vol, du simple fait de pouvoir utiliser ces folding lines. Ouais. Après, sur le sieve en lui-même, je trouve qu'il y aura aussi un avantage parce que la ligne de pliage, elle permet d'être plus précis en fait sur la géométrie de la fermeture. Donc, un sieve, il n'y a pas besoin d'aller sur la géométrie de la norme. C'est quelque chose qui est complètement décorrélé. Les fermetures, elles peuvent être avec plus d'angles, plus plates, plus de variété, c'est pas grave. Par contre, ça permettra au pilote d'y aller peut-être plus progressivement, de commencer par des plus petites et après d'avoir des plus grandes, d'avoir un meilleur contrôle de sa fermeture en fait. C'est moins l'interrupteur. Il se passe rien et pam, je prends tout sur la gueule, quoi. Ok, super. J'aimerais maintenant qu'on aille sur... Alors, je ne sais pas si c'est un rapport quelconque avec les folding lines, mais en tout cas, ça en a avec le design, sur un paramètre qu'on entend beaucoup dans les discussions entre les pilotes au bar de latéraux, c'est le paramètre de résistance à la fermeture. On entend parfois ma voile elle ferme souvent, mais du coup c'est bien parce que ça me maintient éveillé, elle me communique bien la masse d'air. Inversement, on peut entendre cette voile là c'est une poutre, elle ferme pas beaucoup, elle est très résistante à la fermeture. Donc ma question, et les uns et les autres, est-ce que c'est un paramètre que vous pouvez régler finement dans le design, la résistance à la fermeture, et quels sont les avantages, inconvénients d'avoir une voile plus ou moins résistante à la fermeture? Oui, en effet, on peut bien régler ça. C'est avec la position des pattes de tâche déjà, par exemple, ça change la stabilité beaucoup, mais aussi l'affrayage de la voile et les profils différents dans l'envergure. C'est vraiment quelque chose qu'on peut régler. Les tensions dans la voilure, oui, aussi. Et je pense que je pense qu'Ozone et nous, on a une opinion opposée parce que pour moi, je pense que c'est important que les pilotes prennent de temps en temps les fermetures. Et parce que sinon, on risque d'avoir un problème comme le pilote ne prend jamais de fermeture. Quand ça ferme, il panique et après, il part en sketch. Et ça arrive tout le temps. Et pour moi, il faut que quand il y a quelqu'un qui prend une fermeture, il ne faut pas qu'il est dans une position de danger. Il faut qu'il est dans les conditions faciles et les conditions de vol normal, si tu veux. Et s'il prend seulement les fermetures dans les conditions très radicales, après, il risque à tomber. Oui. D'accord. Et c'est le concept de stabilité progressive? C'est ça. Oui. C'est pas des fermetures de temps en temps
quand tout va bien, c'est plus des petites erreurs vont donner des petites fermetures. Je pense que c'est ça que tu voulais dire, Bruce. C'est-à-dire que suite à des petites erreurs, le pilote prend des petites fermetures qui vont a fortiori, lui apprendre à éviter de faire des grosses erreurs et donc d'avoir des grosses fermetures. C'est un peu l'idée de la stabilité progressive. Parce que beaucoup de fermetures, ça vient du pilotage et pas la turbulence. Peut-être la moitié, je dirais. Ok. Normalement, c'est une combinaison des deux choses. Il fait un mauvais geste et en même temps, il y a du turbulence ou une mauvaise thermique ou quelque chose qui ne va pas avec son geste. Et souvent, il faut prendre les deux choses en même temps. Un erreur de pilotage plus la turbulence en même temps. Mathias, tu voulais intervenir? La question, est-ce que dans le design des ailes, est-ce que dans la conception des ailes, est-ce qu'on pense au vieillissement de ces ailes? Est-ce qu'on pense à l'usage? Est-ce qu'on conçoit une aile neuve ou est-ce qu'on conçoit une aile qui va vivre pendant un certain temps? Ah bah oui, ça Voilà, je pose la question simplement, mais en gros, savoir si résultat, est-ce qu'on conçoit un design pour faire diminuer ou bouger certaines parties de l'aile et pas d'autres? Est-ce qu'on contrôle ces choses-là? Est-ce que dans le design, on arrive à contrôler ces choses-là? Moi, j'espère que la voile, elle fasse à peu près 600 heures. Après 600 heures, on peut dire qu'elle commence à avoir une bonne vie, mais 600 heures, je pense que c'est l'ordre de grandeur de la durée de vie quand on prend une décision de dire OK, il faut que ça fasse ça à peu près, quoi. Ok, Fred, peut-être sur cette question philosophique de est-ce qu'il vaut mieux une aile qui ferme souvent ou pas, quelle est ta position? Alors effectivement, c'est ma position perso surtout, et elle est un peu différente de chez BGD. Je pense que c'est bien d'avoir une voile qui ferme le moins possible, parce que au final, la fermeture, on ne sait pas quand est-ce qu'on va la prendre. Si on la prend à 3000 mètres, on est tous d'accord que pour dire, bon, mais c'est pas un problème. Par contre, si on la prend en sortie de déco, ben là, même si elle réagit super cool, la voile, en faisant qu'un demi-tour, il n'y a pas la place. Donc, à 5 mètres sol, à sortie de déco, ou c'est un 5 mètres sol avant latéraux, il ne faut pas que ça ferme. Donc, et je suis plus partant, effectivement, pour une voile qui on va dire, qui va s'affaisser, qui va faire une espèce de respiration, comme ça. Et par contre, arriver à passer dans la turbulence pour quand même dire au pilote, et là, il s'est passé quelque chose, sans pour autant lui mettre un demi-tour d'autoroute ou juste fermer, quoi. C'est plus ça ferme, plus il y a de chance, en fait, que le pilote surréagisse, quoi. S'il veut vraiment s'entraîner, mon avis, c'est faire un sieve, quoi. Et donc, du coup, cet argument qui est de dire des petites fermetures de temps en temps, ça maintient le pilote en éveil. Ce que tu dis, Fred, c'est que en fait, la voile a d'autres façons de communiquer la masse d'air que des fermetures, et il peut très bien rester en éveil si la voile communique bien. C'est ça, je comprends bien? Oui, moi, c'est un peu mon avis, et je pense que le jeu en veut pas la chandelle. Comme disait Bruce, ça peut partir en fait sur un sketch, sur pas grand chose en fait, donc ça serait bien de prendre une analogie là, mais autant les éviter en fait. C'est pas forcé qu'une fermeture soit toujours bénigne en fait. Ça dépend de comment réagit le pilote, donc moins il en prend, mieux c'est. J'aimerais revenir sur un biais que je t'en avais déjà parlé, entre la voile, on va dire une voile solide et une voile, j'aime pas dire fragile parce que c'est pas fragile en résistance, mais on va dire plus sensible. Il y a la voile plus sensible. Les deux pilotes, ils vont voler dans les mêmes conditions. Et il y en a un qui va prendre 10 fermetures et l'autre que 2 fermetures. Et il va dire, ouais, mais ma voile, elle ferme. Quand elle ferme beaucoup plus gros que la tienne. Oui, mais c'est parce qu'en fait, l'autre, il a pris 2 grosses fermetures et 8 petites, et que l'autre n'a pas pris les 8 petites, en fait. Il a pris que les 2 grosses. C'est pas obligé que si ma voile est plus solide en turbulence, alors elle fermera plus gros. Non, elle fermera de la même façon, c'est juste qu'elle fermera moins souvent. C'est mon point de vue. D'accord. Donc, la question, est-ce que ça se règle finement? Oui, ça se règle. C'est ce que les paramoteurs appellent le réflexe, donc le coefficient de moment du profil quand on fait le design, et c'est quelque chose qu'on arrive à être assez fin là-dessus. Chez BGD, Moi, si je peux compléter là-dessus, ouais. En fait, quand on parle d'accepter des petites fermetures, je parle vraiment de petites fermetures.
Et ça veut dire 10, 15, 20%. Ouais, voilà, c'est ça. On parle, si tu vois, nous on a fait des voiles avec 3 rangées de suspente, donc ça va être du stabilo jusqu'au milieu de la 3e rangée de suspente. En gros, comme une oreille, quoi. Et l'idée, c'est d'avoir cette partie de la voile qui soit plutôt sacrificielle et qui va comment dire, apprendre au pilote à éviter de faire les mauvais mouvements de lacet, ouais, c'est ça, de tangage, de marche arrière en dérapage, même temps, du dérapage et tout ça. Et après, d'avoir un centre qui soit très, très solide. Et c'est ça qui est important, c'est d'avoir vraiment la partie centre de l'aile qui soit solide pour pas qu'il y ait des fermetures massives qui puissent arriver en cas d'erreur de pilotage, ou en tout cas qu'elles arrivent le moins souvent possible. C'est plus en fait l'idée de stabilité progressive, c'est de trouver, en fait finalement c'est un peu ce que Fred dit, c'est de trouver un juste milieu entre une aile, enfin de régler le coefficient de moment des profils, mais aussi toute la tension dans la voilure, pour trouver ce juste milieu entre une poutre qui est trop solide et qui ne va pas fermer et parfois aussi mal communiquer, et une aile trop fragile qui va fermer tout le temps. C'est voilà, un juste milieu à trouver pour, entre guillemets, enseigner les pilotes à bien comprendre la masse d'air. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va s'adapter en fonction de la catégorie. C'est-à-dire que ce que dit Fred, par exemple, moi, j'aurais tendance à être tout à fait d'accord sur une D, enfin sur les voiles perf, où les pilotes, ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Et en fait, ils n'ont pas besoin de se prendre des petites fermetures de temps en temps pour apprendre à gérer leur tangage et à gérer leur dérapage et leur roulis. Ce qui ne va pas forcément être le cas sur une baie. Donc, c'est un discours, en fait, il faut voir, c'est un discours qui est difficile à généraliser, il faut faire un petit peu attention. C'est vrai que on n'est pas, l'objectif, c'est pas de donner des voiles aux pilotes qui ferment tout le temps, très loin de là, hein. C'est plus de vraiment voilà, essayer de proposer un concept d'aile progressive, le plus progressif possible sur les catégories B, et puis après sur les catégories C et D, des voiles plus solides. Voilà. Je suis d'accord avec Tom sur le côté boudelle sacrificielle. Ça, c'est vrai que on va tous se débrouiller à avoir une voile qui fermera d'abord du boudelle avant de fermer du milieu. Ça, on va dire que c'est les pires fermetures qu'on peut avoir quand il n'y a que le milieu qui ferme, quoi. Même façon pour le décro, en fait. Quand on est trop en basse vitesse, on aime tous que la voile, elle corne bien d'abord le boudelle plutôt que de partir en un seul bloc sans prévenir, quoi. Ça, c'est le boudelle, que ce soit vers l'incidence trop faible ou l'incidence trop grande proche du décro, c'est lui qui doit avertir avant que le corps de la voile vraiment bouge, quoi. Ça, je suis d'accord. Et je trouve ça très bien qu'au final, il y ait plusieurs philosophies de design. C'est ça qui fait l'intérêt d'avoir plusieurs marques, quoi. Super. Écoutez, grand merci encore. On arrive à la fin de cette interview. Peut-être un dernier point. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter? Je suis désolé, le temps passe super vite en votre temps. Moi, j'aimerais juste dire quelque chose. Peut-être c'est quelque chose qui arrive souvent dans les clubs. J'avais un ami qui n'avait pas volé pendant longtemps. Il avait sorti son vieux voile. Il n'avait pas beaucoup de confiance dans lui parce qu'il n'avait pas volé beaucoup. Et puis, il a essayé de gonfler la voile, ça n'allait pas, ça ne montait pas. Mais quand même, à la fin, il a réussi à décoller et voler. Et à la fin, il a vu la voile, elle était calée, trop lente. Il est parti en vrille, elle a cassé le dos. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'on peut éviter dans les clubs. Si on voit quelqu'un qui ne vole pas souvent, essayer surtout s'il a une vieille voile qui sort, essayer de prendre la voile et faire des gonflages avec lui, parce que lui, il n'a pas la confiance de faire des gonflages, de voir si le problème c'est lui ou le problème c'est la voile. Et ça, c'est vraiment les gens qui ont beaucoup d'expérience dans le club, ils peuvent faire ça et n'hésitez pas de faire ça pour éviter les accidents. Effectivement, le gonflage, encore une fois, le gonflage au taquet, que ce soit pour apprendre à piloter, apprendre à décoller, mais aussi à apprendre à comprendre sa voile, je pense que c'est vraiment hyper important. Même nous, sur les prototypes, il y a des fois où on ne va pas voler, on va juste faire du gonflage pendant 2 heures avec nos voiles pour voir comment elles se comportent au gonflage, et on va vraiment aller analyser beaucoup de choses juste en gonflant, juste en jouant avec au sol. Et donc, le gonflage, c'est quelque chose d'hyper complet pour la formation des pilotes. C'est pas la première fois qu'on vous le dit, mais c'est super utile de le répéter à chaque fois. Fred, quelque chose je rajouterais juste à rajouter? Ouais, j'aimerais bien qu'on
on voit le parapente comme un engin qui vole et plus comme le descendant du parachutisme. Il faut qu'on prenne soin du matos, vraiment. Faut qu'on comprenne que on tend vers quelque chose qui a des vrais perfs et du coup qui est fin et qui est bien optimisé. C'est plus les 9 caissons qu'on met en boule et qu'on ressort tout mouillé, c'est pas grave, de toute façon, ça va pas changer des masses. Non, là maintenant, prenez soin du matos, faites réviser. Les maillons, si on dit que c'est 5 ans, on les dégage avant 5 ans et c'est réglé. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de prise de conscience, qu'on ne soit pas non plus comme des pilotes d'hélicoptère à changer toute la pièce à la minute près, mais qu'on s'y rapproche quand même. Faut prendre soin du matos, quoi. Nous, on l'optimise à fond, on les règle pile poil et des fois, on voit des comportements un peu trop limite sur la vieille sellette qu'on a réparée 3 fois et de toute façon, c'est increvable. Non, c'est pas vrai en fait. Donc, attends, si je comprends bien, ce que tu nous dis, Fred, c'est que l'évolution, les progrès techniques en termes de design fait qu'on a des outils de plus en plus performants, mais ça implique une exigence supplémentaire pour les pilotes, c'est ça? C'est ça, oui. Il faut accepter de bien s'occuper de sa voile, quoi, de l'amener à réviser, de refaire des calages, de la plier correctement, de ne pas la stocker dans le garage, dans l'humidité à fond. Non, ça marchait avec des vieux designs et des vieux matériaux, mais maintenant, ou alors il faut accepter d'avoir zéro performance, quoi. Mais si on veut la performance, il faut accepter ce compromis-là, quoi. Si on veut des trucs légers qui font pas mal au dos et qui volent bien, alors il faut s'en occuper, quoi, correctement. Je suis d'accord aussi. Excellent, et ben c'est sur cette note de consensus qu'on va conclure cette interview. Encore un grand merci à tous les trois pour le partage. Moi, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. J'espère que vous aussi, qui nous écoutez. On passe à l'avant-dernière rubrique de ce live des As, l'AS du mois, et on a le plaisir d'avoir avec nous Laurent Van Hille du club Démentiel. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de me recevoir. Super, c'est tout le plaisir est pour nous. Laurent, le jeu, c'est de te soumettre un flot de questions standards, toujours les mêmes, pour découvrir quel animateur c'est qui tu es. D'abord, parle-nous de ton club, c'est où Démentiel? Alors, Démentiel, c'est à Mieuxy, entre Genève et Chamonix, au berceau du parapente, en 1978. Et il y a 2 clubs à Mieuxy. Il y a le Chouca Club, qui est le club historique, et puis il y a Démentiel qu'on a créé il y a 10 ans pour récupérer principalement les élèves de l'école. Combien il y a de membres? L'année dernière, il y avait un peu plus de 80 membres. Donc, on a une progression assez constante. En fait, on a commencé avec 25 membres. 5 ans après, on avait une quarantaine. Et là, 10 ans après, on est à 80. C'est bien. Et les pratiques des membres? C'est assez varié. Il a pour origine première de récupérer les élèves de l'école, donc des gens qui commencent à voler tout seuls. Donc, il y a forcément des sites, des vols sur site de différents niveaux, certains qui volent le matin, d'autres dans du thermique. Tout ça, en s'organisant pour les navettes, c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de randonneurs, énormément de randonneurs. Puis après, quelques crosseux, il y a un peu de tout en fait comme pratique. Et toi, tu voles depuis combien de temps? C'est quoi ton aile? Alors moi, je vole depuis 89. J'ai fait un peu de compète jusqu'en 95-96. Après, j'ai passé le monitorat en 95. Enfin, le final du monitorat en 95 et je travaille en enseignement depuis ce moment-là. Donc, j'ai un peu moins de pratique cross et c'est plus une pratique de site. La voile avec laquelle je vole, il y en a beaucoup en fait, parce que je travaille aussi un peu pour des magazines, je fais beaucoup d'essais, donc c'est plutôt le matos que j'ai à disponibilité. Je vole un peu tout ce que je peux voler et du biplace un peu aussi, mais j'en fais de moins en moins quand même du bi. Un truc que tu adores en parapente? Parapente, c'est le fait de pouvoir voler à peu près n'importe où avec quelque chose qui tient dans le dos ou qui tient dans un coffre de voiture. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Je pense qu'il n'y a pas d'autres machines qui existent à ce niveau-là. Donc ça, je trouve ça top. Et un truc que tu détestes en parapente? L'association, je dirais, du mot libre qui est souvent mal interprété. On est libre parce qu'on n'a pas d'immatriculation, pas de moteur, pas de contraintes. Malheureusement,
certaines personnes, parce qu'il ne faut pas généraliser, ont une tendance à vouloir défendre cette liberté, à vouloir tout faire, et je pense que c'est assez nuisible à l'activité. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir animateur sécu? Il n'y en avait pas dans le club. Je m'intéresse à la sécurité depuis pas mal de temps et c'est vrai que ça ne se bousculait pas au portillon pour le faire. J'ai pris la place au début, puis on a été 2. Je suis à nouveau seul maintenant. Et donc, c'est un petit peu le fait qu'il en fallait un et qu'on n'avait pas de réelle demande. Mais j'aimerais quand même bien que ce soit quelqu'un d'autre ou qu'il y ait une deuxième personne parce que ça fait beaucoup de choses sinon. Mais voilà, c'est ça, c'est l'envie de partager la sécurité avec j'ai ce travail à faire d'animer la sécurité au niveau du club et je pense que c'est une bonne idée, donc du coup c'est pour ça que je l'ai fait. J'aimerais bien par contre que ça reprenne quelqu'un d'autre. Une action que tu as testée et dont tu es content? Une des actions qu'on fait, c'est la remise à niveau en début de saison. Ça, je pense que c'est bien. L'école est très régulièrement sur la Pentécole, quasiment tous les jours. Si les pilotes s'annoncent, en fait, on peut les encadrer en parallèle de l'école, donc gratuitement, hein, mais en parallèle de l'école pour la reprise. En fait, ça permet d'avoir un regard dessus, qu'ils reprennent leurs marques. Ça, c'est pas mal. On a une deuxième action qu'on n'a pas fait depuis quelques temps, mais que je voudrais remettre en place, c'est qu'on organisait alors, compétition rookie, il ne faut pas voir compétition comme quelque chose de grandiose. Hein. L'idée, ce n'est pas la compétition, mais c'est d'avoir plusieurs personnes qui font un même parcours facile ensemble et qu'on peut débriefer. Ça permet en fait de cadrer la pratique du cross dans un milieu sécuritaire et de débriefer chaque pilote, mais au profit de tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de remettre en place cette année. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton boulot d'animateur sécu? Oui, clairement, ça représente en fait pas mal de temps si on veut faire passer toutes les infos, si on veut organiser les choses comme il faut. Donc oui, ça représente un petit peu de temps et ça manque le temps. C'est la raison pour laquelle j'aimerais avoir quelqu'un d'autre d'ailleurs pour accompagner. Sinon, par contre, pour tout ce qui est action, non, c'est plutôt très bien et c'est bien pris d'ailleurs. Donc c'est très bien reconnu au niveau du club. Un projet d'action qui te tient à cœur? Là, relancer ça, les compétitions rookies, avec ce truc qui est pas mal, que la commission compétition s'y intéresse de manière un peu plus officielle que ce qu'on fait, de manière plus cadrée, puisqu'ils veulent un règlement, etc. Mais ça permettrait d'avoir cet accès au cross de manière peu onéreuse et de manière assez encadrée. Et ça, voilà, le projet de ce printemps, c'est ça. Quelque chose que tu voudrais ajouter pour conclure ce portrait? Non, j'ai rien à ajouter. Je trouve ça très bien ce que vous faites et j'espère que ça va continuer. C'est cool. Il y a pas mal de gens qui suivent parce qu'on a des gens du club qui nous font des retours. Donc, ça veut dire qu'ils ont été voir et que c'est suivi, quoi. Merci Laurent. Nous, on a quelque chose à ajouter. Je voulais juste signaler que tu es l'auteur de parapente360.com, qui est un super boulot gratuit, accessible à tous sur le contenu des différents brevets EFFVL. Tu veux nous en dire un mot rapidement peut-être? Ouais, c'est gentil. C'est le premier tome qui est écrit pour l'instant, donc le brevet initial. J'ai commencé à attaquer le brevet de pilote avec 2 ans de retard, mais j'ai attaqué. Et donc, ça évolue gentiment, c'est cool parce qu'on a quand même chaque année pas mal de gens qui viennent voir et des retours qui sont bons. Donc, le premier tome, on n'y touchera pas. J'espère finir le deuxième tome courant 2022. Voilà, c'est un gros boulot aussi. Ok, super. Merci beaucoup, Laurent. On mettra évidemment le lien vers Parapente 360 sur la description. Merci, c'est gentil. Mathias, peut-être on conclut ce live avec le Rex du mois. Qu'est-ce que tu as à nous mettre sous la dent en termes de retour d'expérience intéressant pour la communauté sur un incident ou un accident? Alors Jean-Marc, aujourd'hui on va parler d'une approche pour l'atterrissage en conditions turbulentes sur le site de Baïgoura au Pays Basque. Alors qu'il va entamer la SAPTU, le pilote fait une belle fermeture asymétrique qui part rapidement en autorotation. Il n'est vraiment pas haut, mais le pilote prend conscience qu'il est vraiment très bas et sait qu'il va tomber dans les arbres. Il lâche les commandes, jette le secours et celui-ci s'ouvre, s'accroche dans les branches des arbres, ce qui freine son arrivée au sol. Au final, le pilote s'en sort sans dommage, comme sa sellette et son aile, plutôt une bonne chose. Seul le secours est endommagé, il est tout déchiré, ses suspens sont brûlés à cause du frottement contre les branches. En conclusion, quelle que soit la hauteur, même
c'est bas, jeter le secours peut être salvateur, même sans jouer son rôle de frein aérodynamique. Merci Mathias pour ce Rex. N'hésitez pas à faire remonter bien sûr vos incidents de vol sur le site fédéral par exemple. Il y a une rubrique qui est là exprès pour ça. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à livedesas@tflvl.fr, livedesas tout attaché. Mais voilà, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Encore un grand merci à nos invités Fred Pierry, Bruce Goldsmith, Tom Lelise et Laurent Van Niel. Le prochain Live des As, c'est le mercredi 17 mars à 18h30. Donc c'est simple, c'est tous les troisièmes mercredis du mois. D'ici là, si vous avez des idées de thèmes, d'invités, si vous voulez être l'AS du mois, eh bien écoutez, welcome, manifestez-vous. Bon vol à toutes et à tous et à bientôt.